Poursuivons avec notre troisième table ronde autour de l'économie circulaire. On l'a dit, on est tous conscients de la nécessité de lutter contre la raréfaction des ressources. Eiffage cherche à réduire et optimiser le recours aux matières premières vierges, repenser la manière de concevoir, de construire. L'économie circulaire est un modèle nécessaire. François Hollard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique, recherche et innovation chez Eiffage Route. Et on est toujours en compagnie de Fabien Michel. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et développement chez Eiffage Route. Eiffage Route est pionnière dans le développement de procédés bas carbone, avec notamment le recyclage des matériaux de chaussée. Quel était le constat que vous faisiez ? Alors, j'aime bien avoir une approche historique. Donc, je vais remettre l'église au centre du village en précisant qu'Eiffage a été pionnier dans les années 90, puisque nous avons à l'époque fait l'achat d'une usine d'enrobage qui était unique en France. On l'a fait venir de Chattanooga dans le Tennessee. Et ça nous a permis de faire du recyclage à très fort taux de recyclé sur les autoroutes françaises. Donc depuis 30 ans, nous recyclons à 50% de recyclé et plus. Et le matériau routier est un matériau qui se recycle très bien. Et puis plus récemment, au-delà des usines et des process de fabrication, nous avons innové dans le domaine de la chimie du pin des Landes. Nous travaillons la résine du pin des Landes comme un agent de réjuvénation et donc ça nous permet de mieux recycler également. Donc, vous l'avez dit, vous recyclez fortement les chaussées. Vous dites 50%, mais peut-on recycler plus ? Alors oui, tout à fait. Donc toujours dans le domaine des usines et des matériels spécifiques pour le recyclage, nous avons développé un atelier. Donc c'est une machine à l'échelle du territoire français. Et cette machine, qui est très puissante, permet de recycler in situ la route. Donc quand la route est fissurée avec des nids de poules, etc., la machine vient grignoter ou avaler la route à un rythme de 1 km par jour. Et donc on régénère une chaussée et ça repart pour 20 ans. À 100%, donc un recyclage intégral. Quelles sont vos dernières innovations en termes de recyclage ? Je vais en présenter deux, parce que nous en avons beaucoup. Donc je vais faire un choix, je suis non exhaustif. J'ai parlé du recyclage de la route dans la route, c'est très bien. La profession du béton, de son côté aussi, commence à recycler le béton pour faire du béton. Comme on avait un petit temps d'avance dans la route, on s'est dit qu'on allait peut-être regarder aussi le recyclage du béton dans la route. Donc on a, à partir de grandes plateformes aéroportuaires comme Orly ou Roissy ou en région, on recycle ce béton dans la route. On a des poteaux EDF, on a aussi des blochers béton SNCF et plein d'autres ressources qui nous permettent d'être recyclés potentiellement dans la route. Donc on a développé un enrobé qui s'appelle HPE, à haute performance environnementale, qui permet de faire des routes, des autoroutes à très fort taux de recyclé, avec une route recyclée en elle-même, et puis aussi on inclut des ballasts, du béton et d'autres solutions. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, là, c'est une innovation qui est très forte, puisque la route telle qu'on la connaît, eh bien, ça a à peu près 130 ans, parce qu'il y a eu d'abord l'invention du véhicule, donc il a fallu développer des chimies, d'abord du goudron, ensuite du bitume, donc ça vient du pétrole, un dérivé du pétrole. Et puis depuis quelques temps, tout à l'heure j'en ai parlé, on travaille des biomasses, donc des matériaux issus de biomasse. J'ai parlé de la chimie du pin des Landes, mais il y a des chimies autour des microalgues, de la betterave, d'oléagineux. Donc on essaye de travailler des biomasses qui sont renouvelables à l'échelle humaine, qui permettent de fixer du carbone. Et nous, ce carbone fixé, on le met dans les routes. Donc c'est un nouveau stock carbone qui sera recyclé dans 20 ans à nouveau dans la route. Donc on essaye aussi d'avoir une approche décarbonée et autour de matériaux issus de la biomasse. Côté approche client, Fabien Michel, est-ce que vos marchés du coup ont changé ? Est-ce qu'ils intègrent par exemple plus d'innovation ? Alors oui, les marchés évoluent. La question est intéressante parce que on regarde notre segmentation de notre portefeuille client. Globalement, dans la route, nous avons 70% de nos clients qui sont des acteurs publics et donc soumis au code des marchés publics et 30% privés. Si le code des marchés publics permet de faire appel à de l'innovation, il y a malheureusement une part infime du code qui est utilisée par les pouvoirs publics pour cause d'habitude, le poids des habitudes, pour cause de frilosité parfois.
Là, on a beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos clients sur l'existence des possibilités du code. À noter toutefois, depuis 3 ans maintenant, une possibilité pour des marchés jusqu'à 100 000 € de travaux de passer en gré à gré sur des innovations. Ça a été bien précisé dans les tables rondes précédentes. Les innovations que nous portons chez FH sont labellisées au comité innovation route et rue du ministère et bénéficient en ce sens d'un suivi par le CRMA. Et ça, c'est un véritable levier pour nous en termes de business parce que ça nous apporte une crédibilité qui est extrêmement importante pour que les pouvoirs publics s'engagent avec nous pour nous mettre à disposition leur terrain de jeu que sont les territoires. Et côté marché privé, à l'instar du groupe Eiffage, entreprise cotée, nos gros clients privés doivent fournir un rapport sur la notation de la performance extra-financière. Et François l'a souligné, le bas carbone et toute cette dynamique autour est une dynamique qui est extrêmement structurée et scientifiquement démontrée. Ce qui nous permet, d'être crédible, et 2, de pouvoir faire la démonstration de l'économie carbone qu'apportent nos produits dans nos infrastructures. Tu l'as dit, François, on piège du carbone, on continue de séquestrer du carbone grâce à nos infrastructures. On poursuit l'absence de relargage et cette performance aujourd'hui intéresse grandement nos clients privés pour alimenter leur rapport notation extra-financière. Il y a aussi au niveau européen la taxonomie verte européenne qui nous permet de nous démarquer et de plus en plus de développer un chiffre d'affaires décarboné qui demain comptera dans la cotation de notre action. Puis il y a aussi votre dernier né en région lyonnaise, Sauvatriz. Alors là, on touche non plus à nos produits d'enrobés, on touche là à l'économie circulaire. Et effectivement, alors Sauvatriz, c'est l'acronyme de Société de valorisation de tri séché Eiffage, puisque c'est une société que nous avons créée en partenariat avec un spécialiste du traitement du déchet dangereux qui est le groupe Séché Environnement. Et l'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir donner une seconde vie aux matériaux pollués que sont les terres polluées et les bétons pollués. L'idée étant qu'on les accepte sur cette plateforme, que les matériaux subissent toute une série de traitements physico-chimiques, lavage, traitements biologiques, traitements par désorption thermique in situ, en tertre. Et tout ça pour aboutir in fine à une fraction granulométrique que l'on va pouvoir réutiliser dans nos usages des travaux publics. En ce sens, nous avons créé Sauvatriz pas très loin d'ici, à Chassieux, sur un site connexe à notre outil qui est déjà bien ancré dans le territoire, qui est Verdolinier Recyclage. Et l'idée, c'est de pouvoir remettre à disposition de l'ensemble de la profession des matériaux pour aller vers plus d'économie circulaire sur nos territoires. Et on va le souligner pour conclure, parce que vous en avez parlé, et Eiffage a d'ailleurs été primé à chacune des éditions du projet Route et Rue mis en place par l'État. C'est quand même là aussi une belle fierté. Oui, complètement. Ouais. L'économie circulaire, c'est aussi réaliser des analyses rapides pour caractériser et revaloriser des matières. C'est ce que permet le procédé Carasol. Laurence Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de l'établissement Carasol. Ce procédé Carasol, en quoi consiste-t-il ? Alors, ce procédé Carasol permet d'identifier rapidement la nature des matériaux d'excavation. C'est un procédé, donc avec cette analyse rapide qui est fiable, on détecte tous les niveaux de polluants dans les matériaux et on analyse entre autres les métaux et les métalloïdes qui sont rencontrés dans les couches géologiques que traversent nos tunneliers sur les grands travaux souterrains. Alors c'est une solution exclusive Eiffage, c'est une solution maison qui est d'ailleurs brevetée. Oui, c'est un procédé innovant qui a été développé en interne par des ingénieurs et puis des scientifiques spécialisés en chimie des matériaux, donc dans notre équipe Carasol, parce que Carasol c'est aussi le nom de l'équipe.
Donc depuis 2007, nous sommes 10 personnes, nous avons déposé 15 brevets en France, en Europe et aux États-Unis sur ces procédés. Une évacuation et une exploitation optimisée des déchets. Pour utiliser Carasol, est-ce qu'il y a une première étape pour la phase préparatoire de chantier ? Oui, en phase amont de chantier, nous avons besoin de calibrer nos essais, notre procédé. Donc nous créons une base de données à partir de prélèvements réalisés sur le chantier. Et d'autre part, notre laboratoire est accrédité sur des laboratoires mobiles. Donc il nous faut du temps pour nous préparer, pour être prêt le jour du chantier. Justement, ensuite vient la phase opérationnelle de ce chantier. Est-ce que cette solution améliore le bilan carbone ? Alors oui, nous avons notamment pendant une équipe Carasol qui est dédiée sur le chantier, donc qui réalise les analyses qui sont rendues sous accréditation, et ces analyses elles sont rendues pendant toute la vie du chantier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction de l'avancement de nos tunneliers. Et dans un délai très court. Donc évidemment, ça va entre une demi-heure à 2 heures. Cela dépend en fait du plan analytique qui est demandé par le chantier. Donc c'est une solution ultra rapide. Est-ce que ça évite aussi d'avoir du stockage temporaire ? Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir directement le niveau d'analyse, le niveau de polluants qui est contenu dans les matériaux, et ça donne directement la bonne l'orientation finale sur le site de stockage définitif. Donc on économise beaucoup de transport. Côté économie, est-ce que c'est aussi une solution économique, par exemple, pour les frais de fonctionnement d'un chantier ? Oui, exactement. Donc par exemple, sur la ligne 16-1, on a pu on a porté notre procédé. Et donc on a permis d'analyser, par exemple, lorsque le chantier tournait avec 6 tunneliers en même temps, on a permis d'évacuer 9000 m3 par semaine de déblais en moins de 2 heures. Donc un procédé innovant, récent. Sur quel chantier vous allez l'utiliser ? Il y a des futurs chantiers là qui arrivent. Alors en ce moment, on a le chantier VL8, on a les 2 lots, donc un qui est exploité par Eiffage et un autre qui n'est pas exploité par Eiffage. Et nous réalisons toutes les analyses rapides. Nous avons également une prévue de travailler sur le métro de Toulouse, donc les 2 lots de génie civil de travaux souterrains, et également sur le chantier CO5 de Telt, où là on fait encore une innovation, c'est-à-dire qu'on installe notre tunnelier non plus sur le chantier, mais notre laboratoire sur le tunnelier, non pas sur le chantier. Donc là, on est capable de maîtriser nos conditions environnementales, on en est capable et on peut faire nos analyses là en une demi-heure. Bravo, encore une étape de plus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va poursuivre cette table ronde sur l'économie circulaire en parlant de la réutilisation des matériaux de gros œuvres en plein centre-ville, car vous allez l'entendre, oui, c'est possible. Et je vais appeler Bruno Chastanier, Stéphane Billon et Isabelle Boyot à me rejoindre autour de la table. Je ne sais pas où sont Bruno, Isabelle. Voilà. Hop. Isabelle, je vous mets. Non, c'est très bien, vous embêtez pas. Il fait très chaud ici. Oui, ça va. Bruno Chastanier, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes responsable d'agence chez Eiffage Génie Civil et plus particulièrement en charge de la démolition du bâtiment M+M, projet M Lyon pour le compte de DCB. Pour démarrer sur ce sujet, combien de tonnes de matériaux avez-vous traité sur ce chantier de démolition ? Alors, globalement, nous allons traiter entre 45 et 50 000 tonnes de matériaux. Dans une première phase de démolition et de concassage sur site, nous avons traité 15 000 tonnes. Et nous sommes en train de préparer les matériaux. La fin de la démolition complète a eu lieu la semaine dernière. Préparer les matériaux pour une deuxième phase de travaux autour de 30 à 35 000 tonnes de béton. Quel a été le devenir de ces matériaux ? Alors ces matériaux, ils ont servi pour l'essentiel à 4 utilisations. La première utilisation, c'était un remblaiement pour reconstituer des plateformes nécessaires à des installations de chantier et une base logistique pour la suite des travaux.
la deuxième phase de démolition et les phases de construction. Et nous rentrons là dans 3 autres utilisations complémentaires. Une plateforme pour des machines de fondation spéciales qui vont être en mouvement pour les travaux de construction derrière, des confortements périphériques et un remblaiement plus technique pour l'élargissement d'une voirie qui est rétrocédée à la métropole de Lyon. Parmi les défis que vous relevez chez Eiffage, il y a les chantiers en centre-ville avec des problématiques de riverains, des problématiques d'accès. Sur le chantier de l'immeuble M Lyon, dans le quartier de la Pardieu, comment vous vous êtes organisé ? Alors, nous nous sommes organisés avec deux éléments principaux. La première, c'est que nous avons eu la chance de travailler très en amont sur l'opération avec notre maître d'ouvrage. Ça nous a permis d'avancer dans ces solutions-là, dans la conception de solutions de concassage sur site et notamment autour des réutilisations. Et nous nous sommes en particulier appuyés sur notre retour d'expérience et notre historique. Nous faisons du concassage sur site depuis une vingtaine d'années, donc on connaît bien ces processus. On a travaillé avec nos confrères d'Eiffage Construction sur une grosse opération de construction qui était Silex 2, qui nous a permis d'avoir une bonne appréhension de l'environnement du quartier et des contraintes associées. Et nous avions aussi travaillé sur une opération sur la colline de Fourvière qui nous avait permis de bien apprendre le mode de confortement autour des métiers des fondations spéciales et des confortements associés. Est-ce que la réutilisation de matériaux s'est préparée dès la déconstruction ? Alors, nous avons eu la chance d'avoir un client à l'écoute. Donc, dès la phase de déconstruction, on a réfléchi à cette problématique-là. Et on a réfléchi à essayer d'intégrer la dimension vraiment urbaine dans la phase de concassage. On a en particulier travaillé notamment toutes les phases de préparation de matériaux spécifiquement sur cette opération. Du coup, au final, sur ce chantier, combien de tonnes de secondes œuvres ont été réemployées ? Donc, au final, on sera sur un tonnage compris entre 45 et 50 000 tonnes de matériaux. Alors, qu'est-ce que cela vous a apporté comme gain ? Alors, aujourd'hui, ça a apporté 2 gains majeurs. Le premier, c'est que ce sont des matériaux qui n'ont pas été évacués par camion. On sait que le secteur de la Pardieu, c'est un secteur très central dans Lyon, donc c'est vraiment un secteur où la logistique est très compliquée. Donc ça, c'était un vrai gain opérationnel. Et puis la deuxième composante, c'est que c'est 45 000 tonnes de matériaux. À un moment, il aurait fallu les ramener de l'extérieur pour les ouvrages ou les confortements qu'on va réaliser sur site. Et donc, du coup, il y a le gain à la fois économique d'achat des matériaux et à la fois le gain carbone lié au fait que ces matériaux n'ont pas été extraits et n'ont pas été transportés en plein cœur de Lyon, ce qui est une problématique vraiment complexe qu'on avait eue sur Silex 2 en particulier. Justement, quelle est la particularité de travailler à la réutilisation de matériaux de gros œuvres en plein centre-ville ? On le disait, la Pardieu, Lyon, quelle est la particularité ? Aujourd'hui, la particularité, c'est vraiment le travail sur la gestion des nuisances. On a eu la chance effectivement d'avoir un environnement contraint mais plutôt à l'écoute. Notre maître d'ouvrage nous a beaucoup soutenu, notre maître d'œuvre aussi. Et on a travaillé les solutions techniques pour essayer d'être le moins impactant possible. On a beaucoup travaillé la préparation des matériaux, notamment pour réduire ce qu'on appelle l'indice de concassage, qui est le rapport entre la granulométrie de sortie et la granulométrie d'entrée. L'idée étant de minimiser la poussière et le bruit au moment du concassage, puisqu'on réduit la part de réduction. Et ça, on l'a fait à travers des opérations de broyage de façon fine. Et puis après, on a essayé vraiment au quotidien d'optimiser l'emplacement du concasseur pour gérer les ondes sonores, pour gérer les emplacements par rapport aux nuisances là-dessus. Et on a aussi, quelquefois, réduit aussi un petit peu le délai le rendement du concasseur pour minimiser les nuisances par rapport à des zones qui étaient un petit peu critiques en périphérie de chantier. Est-ce que les clients, vos clients, ont une demande de plus en plus forte aujourd'hui d'avoir des circuits courts et donc une réutilisation de matériaux ? Alors, il y a une demande pour du circuit court, mais il y a quand même un obstacle autour de l'opération de concassage qui fait peur sur site. On a une demande de circuit court autour des graves de recyclage. Par contre, nous avions conduit avec le groupe l'opération de Châtenay-Malabry. On avait refait des granulats pour refaire du béton. Et là, j'ai essayé de la proposer plusieurs fois sur la région Rhône-Alpes et ça n'a pas accroché. Donc, une demande de circuit court plus forte qu'à une époque. Le concassage fait encore un petit peu peur. Donc, à charge pour nous de proposer ces solutions-là en variante et puis de les documenter pour montrer que c'est faisable. Par contre, la solution de recyclage sur site pour refaire du granulat, ça accroche pas beaucoup. Alors on va voir justement côté maîtrise d'ouvrage comment vous avez vécu vous cela. Stéphane Billon, bonjour. Bonjour. Alors chez BCB International, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un chantier plus
traditionnel, plus classique? Principalement le positionnement du projet dans le quartier stratégique de la métropole lyonnaise de la Part-Dieu, qui est piloté par une structure dédiée qui est la SPL Lyon-Part-Dieu et qui nous a challengé depuis les premières esquisses du projet. Nous avons dû nous adapter à un niveau d'exigence que nous n'avons pas l'habitude de connaître sur la métropole lyonnaise. Et ce niveau d'exigence nous a amené à traiter des sujets tels que l'accessibilité pour le personnel, pour l'amener des matériaux, l'évacuation des matériaux. Nous avons dû adapter notre planning au chantier environnement, parce qu'il y a beaucoup de chantiers dans ce quartier-là. Nous avons dû, comme l'a dit Bruno, traiter les nuisances plus que d'habitude vis-à-vis des riverains qui ont été très sollicités ces dernières années. Nous avons dû effectivement répondre aux objectifs de la SPL Lyon-Part-Dieu. Et on a eu une communication accrue avec l'environnement du chantier, c'est-à-dire les élus évidemment, les représentants des élus, les associations de riverains, nos voisins directs et bien d'autres sujets spécifiques encore. Est-ce qu'ensuite il y a des différences par les travaux à réaliser? Oui, on a démoli un immeuble de grande hauteur, ce qui n'est pas courant, en plein quartier d'affaires, comme je disais, de la deuxième ville française. Et là, on va s'apprêter à démarrer la construction d'un immeuble composé de 4 niveaux de sous-sol et de 16 étages. Cette réalisation, pour nous, est vraiment une vitrine formidable. Et on a décidé de mettre la barre plus haut que ce qu'on la met habituellement. Par exemple, comme l'a dit Bruno, on a vraiment souhaité faire de la chantier de démolition un chantier exemplaire. Et ça nous a conduit, par cette bonne relation avec Dempsey, à réutiliser ou recycler plus de 98% des matériaux des constructions. On va rester dans les chiffres, justement. Si vous deviez nous donner des chiffres, qu'est-ce qui a permis concrètement cet état d'esprit partagé par tous? Ça a permis de démontrer que quand on déconstruit, on peut réutiliser l'existant et ne pas l'emmener, comme on le faisait avant, dans des décharges et remplir des terrains. Bruno Chastagnet, est-ce qu'avec cet exemple d'économie circulaire, on voit qu'Eiffage est un acteur local, puisque vous participez au développement économique local, vous vous inscrivez dans un environnement urbain très précis, vous devez prendre en compte les habitants du quartier, les usages du bâtiment aussi? Alors effectivement, nous avons eu deux chances, deux atouts sur une opération comme ça, dans cette logique locale. C'est que nous sommes présents sur la métropole lyonnaise et sur la région Rhône-Alpes au sens large depuis une trentaine d'années, si ce n'est pas une quarantaine d'années. Nous sommes présents sur la Part-Dieu depuis une dizaine d'années, donc on a réussi à bien apprendre cet environnement. Le concassage est quelque chose qu'on connaît aussi depuis longtemps, qu'on essaye de développer dans chacune des localités sur lesquelles on intervient ou sur la plupart des sites. Et on essaye à travers notre écosystème Eiffage, notamment avec Eiffage Route et les plateformes d'Eiffage Route, de s'inscrire vraiment dans une démarche la plus locale possible par rapport au flux de matériaux et par rapport aux opérations de traitement associées. Pour terminer, Isabelle Boyeux, vous êtes responsable pôle bas carbone économie circulaire chez Eiffage. En quoi cette réalisation s'inscrit dans la stratégie du groupe Eiffage ? Bonjour. Je ne vais pas vous étonner en disant qu'elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie. La stratégie du groupe, elle est assez récente, entre guillemets. Elle a été publiée en début de cette année. Mais les travaux d'économie circulaire sont là et ils sont présents dans tous les métiers depuis très 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 longtemps. Cette stratégie et le passage à l'économie circulaire, ça se base sur notamment comment on économise la matière première. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne plus extraire des carrières, mais bien se servir de tout ce qui nous entoure et ce qui n'a déjà été extrait. Et en ce sens, du coup, le projet MM est parfaitement représentatif de ce qu'on souhaite faire, utiliser du coup la matière extraite et reconstruire la ville sur la ville. En plus, cet exemple-là est extrêmement intéressant dans le sens où il va aussi permettre d'agir sur notre deuxième grande stratégie, qui est la stratégie bas carbone. On veut réduire nos émissions de carbone, et là, dans ce cadre-là, effectivement, on réduit la logistique, on réduit les transports, en plus, on réduit les risques, enfin les inconvénients pour les riverains, même si tout n'est pas réglé. Et donc, c'est un exemple vraiment de ce qu'on appelle la transition écologique. On va pouvoir agir sur différents métiers, différents impacts. Et c'est du coup extrêmement intéressant. C'est un savoir-faire qu'on a dans le groupe depuis très longtemps. On en témoigne le nombre de gens et de techniciens, de spécialistes qui sont passés sur cette table ronde.
Donc on peut le faire, il faut le faire savoir maintenant, on a le savoir-faire, il faut le faire savoir, c'est pour ça qu'on est ici. Et il faut continuer à promouvoir ces solutions. Effectivement, elles demandent parfois un peu plus de temps, un peu plus de préparation aussi, mais c'est quelque chose qui peut très bien marcher, qui va être très rentable d'un point de vue environnement et parfois d'un point de vue économique. Bruno le soulignait sur Châtenay, on a réussi à faire des bétons avec du granulé recyclé à l'intérieur et réduire les coûts de production du béton quand même. Donc c'est des choses qui sont possibles et on espère qu'il y aura plus de clients qui vont nous le demander et qu'on puisse aller vers de plus en plus de ce genre d'exemples au travers de tous les métiers d'Eiffage. Voilà. Donc on retiendra un mot d'ordre, faire savoir. Voilà, exactement. Et avoir des clients moteurs pour innover sur ces opérations. Oui, on a bien vu l'exemple avec Stéphane. C'est sûr que le client aussi est là vraiment en sponsor. Merci beaucoup à tous les trois. On va poursuivre sur le thème de l'économie circulaire avec une dernière thématique avec Alessandro Martinelli. Alessandro, je l'ai vu. Voilà, hop. On va continuer à parler valorisation de matériaux. Alessandro, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'exploitation dépollution chez Eiffage. Alors, on va parler ensemble de valorisation des sols, puisque des terres contaminées, on parle de valorisation des sols, puisque les terres, une fois contaminées, sont traitées, et une fois traitées, peuvent devenir une ressource. Est-ce que le but final est le réemploi sur site ? Oui, bien sûr. En fait, quand on fait un traitement sur site, avec des techniques différentes, qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui, mais le but final, c'est effectivement de réutiliser les terres sur place de façon de limiter justement tout ce qui est transport routier et donc aller dans politique du groupe pour le bas carbone en fait. Est-ce que la question de l'état et de la pollution des sols et de leur traitement pour qu'ils soient compatibles avec leur futur usage est au cœur de la réflexion de l'aménageur ? Oui, ça commence à prendre forme de plus en plus, même si aujourd'hui, souvent, on prend le problème un peu à la fin, et donc du coup c'est un peu la notion de temps qui limite un peu la possibilité de faire un traitement ou de trouver des solutions adaptées pour limiter justement tout ce qui est classique excavation et envoi vers les décharges ou vers les centres de traitement extérieurs. Voilà. Parce que vous parlez du temps, est-ce qu'il faut une analyse des sols pour valoriser la terre ? Est-ce qu'ensuite il faut les trier pour les traiter ? Comment ça se passe ? Oui, en fait. Une analyse, on a déjà des analyses avant de commencer les travaux parce qu'on connaît déjà la problématique principale. Effectivement, l'idéal, c'est d'avoir une caractérisation des sols de façon chimique la plus précise possible, de façon qu'après on puisse proposer la solution la plus adaptée de traitement sur place, voilà, et que ce soit la plus aussi efficace, voilà, pour la vie du chantier, voilà. Oui, puisque pour que l'on comprenne bien, en réutilisant cette terre, cela économise des tours de camion. Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Le but premier de traiter sur place avec les différentes techniques la terre polluée, c'est avant tout de réemployer la terre sur site et justement d'éviter tout transport routier ou autre, et donc du coup limiter l'impact carbone sur l'environnement. Voilà. Justement, vous parlez de techniques, quelles sont les techniques proposées ? Il y a différentes techniques de traitement. En gros, il y a 3 grosses catégories. Bon, il y a la technique hors site, que c'est la technique qu'on prend les terres, on excave les terres et on les envoie à l'extérieur du site. Bon, c'est pas ça que ça nous intéresse aujourd'hui. Après, on a la technique de traitement on-site, qui se considère d'excaver les terres, les mettre sur des zones préparées préalablement et les traiter de façon, ça peut être de façon biologique, de façon avec stabilisation, tout dépend du type de pollution et de concentration qu'on trouve dans les terres. Et après, il y a des techniques de traitement in situ
où les terres elles restent en place dans le sol et avec des puits ou des différentes méthodes qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui parce que c'est trop long. On peut traiter par différentes technologies. Ça peut être la désorption, ça peut être le venting, le bioventing. Le terrain il reste en place, il est traité sur site. Souvent, c'est nécessaire sur des zones sur des sites industriels en activité où on peut traiter le terrain sans arrêter l'activité du client. Voilà. Est-ce qu'il faut une combinaison technique pour trouver l'équilibre entre besoins et ressources en terre? Est-ce qu'il faut combiner? Oui, bien sûr. En gros, souvent, il y a plusieurs techniques qui vont être mises en place. Ça peut passer par une trigranulométrique, donc effectuer un criblage, ce qu'on appelle un criblage des terres, de façon de séparer la fraction fine dans laquelle on concentre le polluant de la fraction grossière. Ça permet de diminuer le volume et donc du coup d'optimiser au niveau des évacuations, et après derrière aussi des techniques suite à ça de traitement plus efficaces parce que les matériaux sont plus homogènes et donc du coup on répartit la pollution sur l'ensemble de la terre. Voilà. Cette valorisation, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est un long processus? Ça dépend effectivement, ça dépend de la technique, ça dépend du type de pollution, de la concentration du polluant. Donc en fonction de ça, on propose la meilleure technique possible et la plus adaptée aussi au contexte, parce que parfois il y a des techniques qui sont possibles, mais le contexte du client, parce qu'il est limité dans le temps, elle ne peut pas être réalisée en fait, cette technique. Voilà. En vous écoutant, on se dit, est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir une autosuffisance d'un projet en matériaux d'aménagement d'espaces publics, par exemple? Ou est-ce que c'est un rêve? Non, ce n'est pas un rêve. Après, encore, aujourd'hui, on est encore, je pense, assez loin, même si la volonté, elle est là, c'est déjà important. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, avec la concertation de différents, l'aménageur, le constructeur, l'entreprise de travaux, effectivement, on peut imaginer dans certains contextes de réutiliser sur place tous les matériaux qu'on escave, qu'on révalorise par les techniques que j'ai énumérées tout à l'heure, et réutiliser les matériaux après criblage pour faire des sous-couches routières, des plateformes. Donc oui, c'est inimaginable aujourd'hui de pouvoir, sur certaines typologies de chantiers, d'avoir un impact nul extérieur des travaux en fait. Merci beaucoup Alessandro Martinelli. On a donc un urbanisme porteur de transition écologique. On va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans quelques instants avec Benoît de Ruffray et Anne-Valérie Cornuau-Goulard. Merci beaucoup à tous.